Hi les lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie, Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Lili, mon émission dédiée aux livres, pour te parler de mes dernières lectures que j'ai empruntées à la médiathèque. En effet, je me permets souvent d'emprunter des livres, surtout des graphiques, car je les lis assez vite et je pense que parfois je suis déçue, donc ça ne vaut pas toujours le coup de les acheter. Par contre, si une lecture m'a vraiment plu, alors que je l'avais empruntée à la médiathèque, il arrive que je l'achète. C'est le cas par exemple de Carbone et Silicium. C'est pourquoi aujourd'hui je vais faire un retour de mes lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai fait spécifiquement grâce à la médiathèque de ma ville. Et je pense qu'à la fin du pack, je reviendrai sur toutes les lectures que je n'ai pas déjà évoquées dans cette vidéo. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos. Je parle ici autant de livres que de bullet journal. En sachant que les premiers livres dont je vais parler, je ne les ai déjà plus parce que je les ai déjà rendus. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard, je devrais rendre la deuxième fournée, mais je me suis dit autant faire la vidéo avant de les rendre, ce serait quand même mieux. Pour m'aider dans cette vidéo, je vais regarder mon carnet, mon reading journal. Je vous ferai des petits inserts pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, toutes les saisons, tous les 3 mois, je fais une nouvelle mise en page et j'affiche un peu le côté Harry Potter comme la couverture l'indique. Puis bon, c'est mon thème de 2023. Et à chaque fois, j'affiche en priorité les 3 mois concernés. Donc là, par exemple, septembre, octobre, novembre. Le challenge en cours, le Pumpkin Autumn Challenge pour cette saison-ci, ainsi que ma pile à lire. Et parfois, j'ajoute d'autres lectures, ce qui, elles s'ajoutent... elles sont impromptues, mais je les lis quand même. Et ensuite, je fais des petits retours de lecture. À noter que de l'été, je fais un nouveau système de notation qui est inspiré de BookWost, qui s'appelle Copile, et que j'ai du coup traduit tout simplement. Je l'ai traduit par pliage, parce que je trouve que c'était joli. Copile, en fait, c'est un acronyme pour Character, Atmosphere, Writing, Plot, Intrigue, Logic et Enjoyment. Voilà, et donc moi je l'ai traduit par pliage, mais il y a une petite faute d'orthographe, histoire que ça passe toutes les lettres. Personnage, logique, intrigue, histoire, atmosphère, joie et écriture. Donc j'ai fait un peu ma tambouille pour que les lettres correspondent. J'ai repris plus ou moins la même logique que BookWost, donc je vous mets en description l'explication, enfin une de ces vidéos d'explication pour le Copile. Ça me permet en fait de noter les livres à leur juste valeur, entre guillemets, et donc ça permet un petit peu de rendre justice à des livres qui peut-être, je ne les ai pas du tout appréciés, mais ils sont qualitatifs sur le papier, et d'autres livres que je mettrais des notes de 18 sur 5, alors qu'en fait, bon, calmons-nous un peu, si je suis un peu plus honnête avec moi-même, il n'aurait pas ces notes-là. En sachant que BookWost a fait un Copile spécial pour les non-fictions, alors en soi, je le bidouille un peu parce que, comme j'ai lu par exemple des biographies aussi, ce sont des livres qui sont de la non-fiction, mais qui n'apportent pas forcément une connaissance... comme un livre de développement personnel ou de philosophie. Donc parfois je l'adapte. Pour revenir sur l'aide pliage, nous avons la pertinence, la logique toujours, l'impact qu'il y a sur moi, l'historique, l'accessibilité, la joie toujours, est-ce que ça m'a fait plaisir de le lire, et enfin l'écriture, pareil. Ça permet de faire un peu un point général sur des livres qui n'ont pas forcément d'intrigue, n'ont pas forcément de personnages, enfin voilà. L'atmosphère, tout ça, dans un livre de non-fiction, c'est pas aussi pertinent. Je mets une petite note sur 5 pour chaque... moi je le fais sur chaque lettre, on va dire une sorte de mini-note, et puis après je divise par 7 pour les 7 lettres, et j'obtiens une note sur 5, et du coup ça me fait une idée du type d'étoile, en sachant que je fais des demi-étoiles, pour que ça soit une note plus ou moins juste, et que je sache concrètement quelles sont mes meilleures lectures du mois, et après à chaque fois je reprends une lecture qui m'a plu dans le mois. Je pense que je ferai une petite vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vais les affronter, toutes mes lectures de l'année, pour voir quel est mon livre ultime favori de 2023. Mais nous y reviendrons. Donc je commence avec la première lecture que j'ai empruntée à la médiathèque et que j'ai lue dès le début du challenge, le 2 septembre, à savoir Tomber dans l'oreille d'un sourd, qui est une BD témoignage, parent de 2 enfants, 2 jumeaux qui sont en situation de handicap, notamment un des 2 qui est sourd. Et donc c'est très intéressant de voir comment l'école a du mal à mettre des choses en place. Il y a des institutions plutôt qui existent pour les personnes en situation de handicap, notamment la surdité, mais on remarque que c'est plutôt très compliqué pour rester dans l'inclusion, dans le système normal. Intéressant de voir le parent qui est lui-même prof, voir comment le système fonctionne, voir comment
toute la vie est bloquée. Et ça, quand on est soi-même valide, on ne se rend pas forcément compte de tout ça. Pour moi, ça avait un éclairage assez intéressant dans le sens où je suis moi-même prof et par exemple dans mon collège, il y a un dispositif qu'on appelle Ulysse, qui est un dispositif d'inclusion. Il y a des élèves qui ont des troubles, donc ça peut être des troubles physiques, mais ça peut être aussi des troubles mentaux, et plus que 10, hein, je veux dire, ça peut être avec de l'autisme, vraiment des situations de comportement qui empêchent d'être en classe dite normale toute la scolarité. Et donc en fait, on essaye au maximum d'inclure ces élèves-là. Ils sont inscrits dans la classe, je sais pas, des 4e 2, et ils font peut-être pas tous les cours de 4e 2, mais la majorité. Et par exemple, les cours de maths, c'est trop compliqué, il n'arrive pas, je sais pas, le sport, c'est trop... par rapport à son trouble, il n'arrive pas. Pour ces cours-là, il va aller dans le dispositif d'inclusion qui est géré par une enseignante, un enseignant dédié. Au mieux, ce sont des gens qui ont le KPSH qui s'occupent du LIS en primaire, en premier degré ou en second degré. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup discuté avec ma collègue qui s'occupe du dispositif LIS. Ma belle-mère était elle-même pendant très très longtemps dans un dispositif Ulysse en primaire. C'est ça que j'ai été beaucoup au contact avec des élèves en situation de handicap. Et je vois toutes les améliorations, mais aussi toutes les limites qui existent. Et c'est vrai que cette BD change un peu le regard pour moi. Je suis pas parent, voilà, je n'ai pas ce côté-là. Mais c'est intéressant de voir aussi l'évolution. La BD, elle date un peu maintenant, je mettrai la date ici. Je pense qu'il y a eu des améliorations aussi, le système qui a essayé d'avancer. Et je pense que quand bien même les gens veulent bien faire, les parents, mais les professeurs également, vraiment inclure au maximum. L'inclusion, ça part d'un bon sentiment et ça peut marcher, clairement ça peut marcher, j'en suis convaincue, mais pas chez tous les enfants. Et moi, ce que je constate, c'est que les Ulysse, les spécifiques Ulysse sont remplis d'élèves qui, en fait, ont des handicaps trop lourds et du coup prennent la place à des élèves qui pourraient s'épanouir en Ulysse, enfin, à moitié dispositif et à moitié l'inclusion en pleine, alors qu'il y a des élèves qui devraient vraiment aller en IME parce que concrètement, l'école dite normale ne peut pas leur apporter, on n'est pas assez formé pour ça et on n'a pas le temps. Enfin voilà, concrètement c'est très compliqué. Surtout que les Ulysse, l'objectif c'est qu'elles ne soient pas trop remplies, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ça pour dire que pour revenir sur la BD, je l'ai vraiment trouvée très pertinente, très intéressante, et j'ai trouvé que le format noir et blanc apportait vraiment quelque chose, il y a une touche très personnelle. J'ai vraiment apprécié ma lecture, elle a été fluide, elle a été intéressante. D'un point de vue connaissance, j'ai appris des choses. J'espère quand même que depuis qu'elle est parue, j'espère et je pense qu'il y a eu des améliorations. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir une entrée un peu dans ce contexte-là, vous êtes intéressé par ce sujet-là ou vous travaillez dans ce milieu-là, je pense que ça peut vraiment vous apporter quelque chose parce qu'on ne sent pas les violons, je trouve ça assez juste. Il y a une détresse, clairement, des parents qui veulent le meilleur pour leur enfant, mais on reste assez concret, on reste assez dans la volonté de changer les choses. Donc je lui ai mis la note de 4,17 sur 5, donc 4 étoiles. Donc le deuxième livre que j'ai lu, donc encore une fois un graphique emprunté à la médiathèque, c'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, qui a été une BD que je voulais lire depuis très longtemps, parce que j'avais vu David Mourier en parler, et ça m'intriguait beaucoup comme BD. Alors c'est un témoignage aussi, mais pas du tout la même chose que la première BD, à savoir que c'est un témoignage d'une dessinatrice de BD, hein. Elle a un talent clairement pour ça déjà, qui en fait est entrée dans une relation très toxique avec un manipulateur. Cette BD a pour volonté, avec le dessin, avec l'humour, avec ses à côté hyper importants et qui permettent la lecture riche, d'apporter un regard et surtout que faire quand on est en couple avec un manipulateur. Et c'était vraiment une lecture qui m'intriguait beaucoup parce que cet amour toxique est en fait beaucoup plus répandu finalement qu'on ne le croit. J'ai un petit problème avec les termes pervers narcissique parce que c'est pas quelque chose de cliniquement vrai, c'est pas un vrai terme clinique. Une personnalité perverse, c'est une personnalité narcissique, mais pervers narcissique, ça n'existe pas vraiment. Néanmoins, donc du coup, la BD a apporté quelque chose par son expérience. Vraiment, le dessin, il me plaît. Pas que c'est le plus beau dessin du monde, mais c'est pas l'objectif pour moi. Je trouve quand même qu'elle gère bien. Petit nounours qu'on suit avec elle, du coup, parce qu'elle se met en scène, sont assez intéressants. On sent qu'elle a quand même voulu anonymiser, que son expérience, c'est gage pour son discours, mais l'objectif n'est pas de mettre mal des personnes, au contraire, c'est que justement, elle veut absolument éviter que cet homme qui a été toxique avec elle la culpabilise encore et lui dise que c'est de sa faute et qu'elle a mal fait, etc. J'ai vraiment apprécié donc l'humour, qui est vraiment palpable tout du long, parce que c'est un sujet en fait qui aurait pu être très dramatique, et on sent que clairement ça l'a mise à bout, par le côté vif du dessin, par les couleurs, par l'humour.
ça permet de comprendre le message, de comprendre la gravité, mais aussi de comprendre qu'on peut s'en sortir, que finalement c'est pas absolu, que c'est pas foutu, que parfois on est dans des relations toxiques, et là on parle majoritairement d'amour, mais même une relation amicale, au travail, voilà, il peut y avoir des relations, sans que ce soit relations amoureuses, qui peuvent être très toxiques. Je trouve ça bien de pouvoir mettre en avant le fait que c'est pas fatal, que ça peut être très dur, et que faut pas nier ça. On a été complètement manipulé et que c'est pas de notre faute. Voilà, replacer la victime que malgré tout ce qui t'a balancé, ou elle t'a balancé, c'est garçon comme fille, tu n'es pas responsable. C'est pas toi qui as mal fait, c'est pas toi qui les attire. Tu peux réfléchir sur ça. Je pense pas que c'est un livre qui va changer la face du monde. Ou alors peut-être que comme je suis pas dans cette situation-là, moi, je suis pas en couple avec quelqu'un qui est manipulateur, etc. Peut-être que je suis beaucoup moins touchée, peut-être moins publique. Je pense pas que ça apporte des outils clairs, à part barre-toi. Là, clairement, le barre-toi, il est visible. Le format BD, vraiment, je pense que c'est une bonne option si vous voulez pas lire un énième essai, du développement personnel de mon Dieu, les pervers narcissiques, fuyez-les tous. Je pense que c'est une bonne entrée intéressante. Je l'ai lu très vite et très bien, et je pense que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc du coup, je lui ai mis la note totale de 4,35 sur 5, donc un nouveau 4 étoiles. Et même si c'est pas du tout la même ambiance que Tomber dans l'oreille d'un sourd, je pense qu'il a aussi ses qualités. Et clairement, je ne regrette pas de l'avoir trouvé à la médiathèque et de l'avoir lu. On délaisse les BD plutôt adultes témoignages pour une BD jeunesse. Je pense que ça peut le faire en collège, mais comme les protagonistes sont des lycéennes, je pense qu'en lycée ça marchera peut-être mieux. On suit du coup différentes jeunes femmes qui sont un petit peu à part pour différentes raisons, et elles vont faire un groupe pour s'entraider. Il y a vraiment cette volonté de sororité. Ce premier tome du coup que j'ai lu est centré sur Paloma, une jeune femme au lycée qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle est vraiment vue comme une enfant à problème, et du coup elle a un peu ce côté de révolte. Vous pensez que je suis une enfant à problème, je vais créer des problèmes, mais on sent que c'est plus compliqué que ça, et que peut-être juste cette gamine elle veut s'en sortir, même mais on lui donne pas sa chance, et elle finit par avoir une sorte de dernière chance auprès d'une vieille dame, et qui va pas la forcer à quoi que ce soit, qui va pas la voir comme un monstre ou autre, et du coup ça va un peu la motiver et la responsabiliser. La vieille dame va la mettre au défi de se trouver un ami et une amie, et du coup avec ce groupe là elle va avancer et un peu retrouver son passé. J'ai trouvé que c'est pas forcément abracadabrantesque, mais il y a quand même peut-être des éléments qui sont pas hyper logiques. Donc pour la jeunesse ça va, mais voilà. Le dessin est plutôt beau, les couleurs j'ai bien aimé. Voilà, je trouve que c'est un bon livre jeunesse. Je suis plutôt intéressée de lire la suite, mais peut-être pas urgemment. L'histoire était pas mal, mais pas incroyable. Ce qui fait que la note diminue un peu, je pense que c'est pas une grosse claque. Mais je pense peut-être l'ajouter du coup à mon CDI au collège, parce que à voir comment sont les autres, mais il y a du potentiel. Donc je lui ai mis la note de 3,78 sur 5, donc j'ai quand même mis 4 étoiles histoire de. Quand je sais plus de 3,75, je mets 4 étoiles, parce que je pense qu'il est quand même pas mauvais. Je pense qu'en public jeune, ça passe très bien. Dernière lecture, et mon dieu, incroyable lecture que j'ai rendue, et là pour le coup, un peu comme Carbone et Silicium, j'hésite à l'acheter. Je pense que vous l'avez vu partout, c'est le comics Arline, donc qui est une sorte de origin story d'Harley Quinn, en sachant qu'Harley Quinn du coup a été créée pour le dessin animé, et finalement c'est un personnage qui s'est beaucoup plus développé jusqu'au film là plus récemment de Suicide Squad. Mais bon, j'ai l'impression que Harley Quinn on lui crache dessus par rapport au personnage originel. Or là, dans Arline, c'était vraiment dingue. Je trouve que vu que ça parle de la psychologie, avec la relation, pour le coup la relation très toxique, elle devrait lire le bouquin de Sophie Lambda, la relation entre le Joker qui est vraiment psychopathe et Harley qui est, on pourrait croire que non, mais qui est finalement très fragile psychologiquement. J'ai trouvé vraiment leur relation hyper intéressante, parce que c'est une psychologue, donc ça parle vraiment complètement de psychologie. On sent la psyché qui vrille, quoi. Enfin, on sent la chute peu à peu de Arline, et on est un peu des témoins impuissants devant ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils l'ont pas rendue damoiselle en détresse, ni qu'ils l'ont rendue trop badass, résistante à tout, etc. Vraiment, ils l'ont rendue assez humaine, assez crédible. Face à un manipulateur comme le Joker, c'est pas étonnant qu'elle tombe, quoi. Malgré tous les à côté un peu fantastiques, gothiques, très côté Batman avec Poison Ivy et ses pouvoirs, il y a des côtés très magiques, on va dire,
surnaturel, mais d'un point de vue de la relation, j'ai trouvé ça très très crédible et très fort. Pour revenir à l'aspect comics, donc c'est une BD qui a un dessin que vraiment j'ai une claque. J'ai vraiment trouvé ça beau, les couleurs je les trouve bien gérées. Parfois les comics j'ai un peu ce souvenir des comics très vifs qui explosent la figure. Là c'est pas le cas, vraiment le côté sombre de Batman qui ressort. J'ai pas lu vraiment des comics moi de base, des BD de DC, surtout les comics de DC je les ai pas vraiment lus. J'aime bien l'univers de Batman, le côté un peu gothique, voilà. Et là ça me donne envie de le faire parce que vraiment j'ai bien aimé ce côté sombre. Et puis même dans la disposition des cases, j'ai trouvé que Arline était vraiment bien construit. On sent l'écriture en fait. Là, à celles qui diraient que les comics, les bandes dessinées ne sont pas de la littérature, pour moi si, on sent l'écriture par la disposition des cases, par le choix de dialogue, par la construction de personnages, donc voilà, vraiment c'est qualitatif. Une ambiance dingue, et si vous l'avez pas déjà lu, et si vous aimez bien le côté super-héros, mais surtout super-vilain, la psychologie, je pense que même quelqu'un qui ne serait pas totalement friand de comics, là peut-être trouverait son compte, parce que vraiment, à part quelques points dans le scénario qui peut-être manque, et encore vraiment, je pense que j'ai mis un 4,5 sur la logique, histoire de dire que je n'étais pas un 5 partout, parce que du coup je lui ai mis 4,85, et c'était histoire de dire de ne pas lui mettre un 5. Je pense que c'est mon gros coup de cœur, et d'ailleurs je crois que je l'ai mis Arline, voilà, que j'ai lu le 24 septembre, c'est pour moi ma lecture favorite de septembre. Donc j'ai lu d'autres choses, mais Arline, je vous le conseille, en gros. On passe d'un comics extraordinaire à quelque chose où je sais même pas comment je l'ai fini, tellement savoir, donc je l'ai encore sous la main, Les Sortilèges de Zora. Donc le premier tome c'est Une sorcière au collège, et là par rapport au tome 1 des Filles uniques, je ne pense pas lire la suite. En fait pour moi c'est le cliché de ces livres jeunesse, où l'auteur, l'autrice s'est dit ok, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Le dessin, je trouve que la couverture est jolie, enfin ça va, mais l'intérieur, c'est pas que c'est gamin, c'est... Pour moi, il n'y a pas... il y a un peu ce côté, on veut être drôle, mais il n'y a pas d'enjeu. En fait, vraiment, ce qui m'a fait dire, ah non, et j'ai pas envie de continuer, c'est vraiment l'absence d'enjeu. Livre vraiment jeunesse par excellence, où finalement, il n'y a pas de personnage très intéressant, pas d'enjeu. Comme j'ai dit, l'intrigue, elle se résume sur un post-it et encore. Ça ne crée rien. J'ai un peu d'espoir. Si je lisais la suite, je ne lirais pas la suite. Par rapport aux parents, les parents de Zora, parce qu'en fait, elle a envoyé du coup chez sa grand-mère pour avoir une vie normale, parce que dans son village, c'est la mouise. Mais d'un point de vue de la construction, de la magie, j'en ai rien à faire. Je me dis, la seule chose qui pourrait aller peut-être m'intriguer, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce village. Qui les attaque, voilà. Mais la magie m'intéresse pas, les personnages m'intéressent pas, Zora, j'en ai rien à péter, elle pourrait crever. Là, elle se rencontre une amie, mais sorcière, mais rien à faire. Le livre se résume par Osef. Je lui ai mis vraiment des notes un peu catastrophiques. Si elle a une note entre guillemets aussi élevée de 2,14 sur 5, donc je lui mets 2 étoiles, c'est vraiment parce que je pense qu'un public jeune peut peut-être y trouver son compte. Moi j'ai conscience qu'on peut faire des bonnes BD jeunesse, mais tout ne peut pas être loup quoi. Tout le monde n'a pas la capacité de Julien Nil. Il y a la médiathèque qui a écrit « Nous avons aimé, et vous ?» Bah non. Donc voilà, on va pas y passer 15 ans. Arline, et voilà, ça dépasse de l'écran. Les Sortilèges de Zora. Ensuite, dans les livres que j'ai empruntés à la médiathèque, donc ça, ce n'est pas une BD. Dorian Masson, Plus de like que d'amour, et en fait, c'est une sorte de recueil poétique, donc des petits textes comme ça. Et avec quelques passages un peu en Instagram-like. Je vous en parle pas là, mais en fait j'ai lu entre-temps un livre qui m'a beaucoup plu, ça va, j'alterne du coup. Et pour le coup, Les Sortilèges de Zora, je me dis ça peut plaire à un public jeune. Ça, si vous avez aimé ce livre-là, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé. Parce que moi, au début, j'ai mis ça sur le compte du fait que j'étais dans un RER, je me dis j'ai le mal de transport, c'est pour ça que je suis pas attentive. Je pense pas. Je pense que je l'aurais eu dans mon lit, ça reviendrait même. C'est un livre que j'espérais vraiment moderne. Le titre, c'est Plus de like que d'amour. Donc je m'attendais à un livre qui, un peu ce que vendait la quatrième de couverture, veut montrer que l'amour, la romance, est un petit peu chamboulé par les réseaux sociaux, qui est un petit peu
bah tu sais plus avec qui tu es, tu fais des rencontres sur internet, tu les connais pas forcément, enfin voilà, je m'attendais à quelque chose comme ça qui traite de la romance de nos jours, avec des gens avec qui tu fantasmes, des gens avec qui tu likes, mais finalement avec les gens avec qui tu es dans la vraie vie, tu ne leur dis pas autant que tu les aimes, tu vois, enfin je m'attendais vraiment à un truc comme ça, et non. Alors déjà bon, peut-être que je suis une vieille conne, malgré mon âge très avancé de 28 ans, les gens peuvent très bien coucher avec qui ils veulent, tant qu'il y a du consentement. Les gens peuvent avoir plusieurs partenaires, les gens peuvent avoir... voilà, je m'en fiche un petit peu. Certaines personnes sur les réseaux sociaux balancent que être heureux en couple avec une personne, surtout bah, vraiment jusqu'au bout de «Oh mon Dieu, tu formes un couple hétéro et tu penses le faire pendant plus de 5 ans, mais t'es sot 1950 quoi». Bon, moi j'ai un problème avec ça. Je me dis, les gens ils font ce qu'ils veulent, si les gens veulent coucher à droite à gauche et ils sont heureux comme ça, si elles sont heureuses comme ça, bah si moi je suis heureuse comme ça, vous allez pas me saouler. Voilà, c'était le petit moment coup de gueule du jour. Mais bref, je m'attendais à avoir quelques écueils comme ça, mais au pire c'est pas grave, c'est intéressant, on a une optique différente. Pourquoi. Au final, le livre, je crois qu'ils l'ont mis dans la partie ado, si je dis pas de bêtises. La partie ado de ma médiathèque est destinée vraiment dès la 6e. Après, bien sûr, il se doute que tous les gamins vont pas lire des pavés comme ça. Enfin voilà, c'est des lecteurs un petit peu déjà avertis, des lectrices qui savent où elles s'avancent. Par exemple, il y avait des livres Un palais d'épines et de roses. Et moi, j'ai dit, ah non, ce livre-là, moi, je le mettrai pas parce qu'il y a des gamins de 11 ans qui peuvent tomber dessus et c'est un petit peu mature. Voilà. Bon, j'ai une grande discussion avec la médiathécaire sur ça, mais bon, qu'importe. Ça, pareil. Je le mettrai pas dans accessible. En plus, c'est un petit livre, il a l'air mignon. Comme ça, enfin, on pourrait croire que c'est gentil pour les gamins de 6e, mais non. Il y a des références donc sexuelles. En fait, moi, ce que je n'ai vraiment pas apprécié dans ce livre, c'est que c'est un livre faussement poétique. Je suis d'accord qu'un livre peut être poétique, vraiment l'iconopop pour ça, ils peuvent vraiment faire des livres, ça peut rimer ou pas, ça peut être des rimes internes, des allitérations, des assonances, on peut vraiment un travail de la langue. Là, pour moi, c'est un faux travail de la langue. Il y a des anaphores, une répétition d'un même mot ou d'une même phrase. C'est histoire de dire, regardez, je fais de la poésie. Non, tu fais pas de la poésie, tu répètes plusieurs fois le même mot, ça n'a pas de sens. Certains poèmes qui m'ont dit, ah, peut-être. Mais sur toutes les pages, il y en a peut-être 3 ou 4 qui m'ont fait, ah, peut-être. Bah oui, ah, peut-être. J'ai l'impression que c'est faussement poétique, qu'il y a trop de passages sexuels juste pour faire, waouh, on est trop moderne, waouh, moi je m'adresse sur les vrais sujets, tu vois. Vraiment, je trouve qu'il n'y avait pas de recul. Moi, en fait, je m'attendais vraiment à une critique par la poésie, à une romance impossible par les réseaux sociaux, à quelque chose... En fait, je m'attendais à plus. J'étais complètement déçue. Vraiment, si ça a plu à quelqu'un, je veux savoir ce qui plaît, parce que moi, ça marche pas. J'ai pas envie de découvrir s'il a fait d'autres choses. Ça se trouve, et du coup, il a un compte Instagram, donc Nozam, je sais pas quoi, parce que ça ressemble vraiment à ça, les passages. Les phrases qu'on voit sur Instagram, et ouah, je me reconnais trop là, c'est trop philosophique quoi. Non, c'est une phrase écrite à 3h du matin, il était bourré, enfin je sais pas, enfin. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de profondeur. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'Iconopop a beaucoup de livres à proposer. Et si vous devez aller en voir un, je vous déconseille celui-là. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de recul. Vraiment, je crois que c'est le bouquin que j'ai le moins aimé pour l'instant. Je lui ai mis la note de 1,14 sur 5, donc il n'a même pas 2 étoiles, 1 étoile. Personnage 2, logique 2, intrigue 1, histoire 0,5, atmosphère 0,5, joie 1, je suis gentil, écriture 1, parce qu'il a réussi à publier, donc j'imagine quand même que ça doit marcher quelque part. Je pense que j'aurais pu mettre 0,5 pour la joie, voire 0. Et les quelques pages m'ont fait dire, allez, je lui offre un petit point. Mais vraiment, voilà, si vous pouvez vous en passer, faites-le. Et j'aimerais bien vraiment croiser la médiathécaire parce que du coup ils l'ont acheté, là ils l'ont acheté en août. Vraiment, j'aimerais leur parler de ces 2 bouquins. On passe à d'autres livres, donc je passe les livres que j'ai lus grâce à la maison. Voyage au centre de la Terre, donc c'est un premier tome, c'est une adaptation en BD évidemment de Jules Verne. Donc là c'est par Rodolphe et Patrick Le Sourd. Donc c'est une bande dessinée qui est assez intéressante. Déjà par le choix de lapins anthropomorphiques, tous les personnages sont des lapins. Donc il y a un peu cette volonté d'aventure, et on sent un petit peu quand même forcément la patte de Jules Verne par l'histoire. Un peu, ça se finit, ils sont vraiment
au tout début du tunnel vers le centre de la Terre, quoi. Je pense que ce qui marque des points, c'est la richesse de Jules Verne. J'ai jamais lu le Voyage au centre de la Terre, donc je ne peux pas comparer avec l'original, mais je sens bien que l'envie d'aventure, les qualités qu'on devine dans les personnages, tout ça, c'est Jules Verne. Le choix des lapins est sympathique, c'est mignon en fait en un sens. Il y a un peu la volonté voilà, de la jeune fille la nièce, qui est une femme, mon Dieu. Elle essaye un peu auprès de son nom d'exister, et elle s'est passée pour un garçon, etc., pour voyager, et elle s'est passée pour son neveu, du coup. Enfin, l'oncle est au courant, hein, mais voilà. Donc il y a un peu ce côté un petit peu féministe, et je pense que par rapport à certains personnages de Jules Verne qui sont parfois maltraités, peut-être que là, ils vont le rendre un peu moins pire. Mais je pense que ça n'a pas autant de force que l'original. Peut-être que je lirai la suite, peut-être pas. Parce que j'ai trouvé ça sympathique, mais j'ai pas été convaincue ou subjuguée vraiment de «Ah, mais qu'est-ce qui va se passer?» Enfin voilà, quand on arrivait à la fin, j'étais pas dans un mode cliffhanger de «Oh, mais alors, qu'est-ce qu'ils vont trouver?» Parce que je pense que j'ai été un peu spoilée par des films et je connais un petit peu l'histoire quand même. J'ai envie de dire, si vous avez lu, peut-être que c'est intéressant de comparer. Si vous avez jamais lu et que vous voulez un peu le faire découvrir à vos enfants, à des plus jeunes, le côté lapin peut être mignon. Je me dis, voilà, peut-être aussi du collège, si je vois les autres tomes sortir, peut-être que je les lirai et je verrai pour l'acheter, parce que bon, ça permet un peu d'une sorte de nouvelle lecture adaptée pour les plus jeunes, parce que je pense qu'il n'y a pas de sujet très grave. Je lui ai mis 3,5 sur 5, donc une note plutôt sympathique, voilà, mais c'était pas la claque de ma vie. On passe à une BD qui, pour le coup, a vraiment été très très appréciable. C'est pas au niveau d'Arline, mais ça va. À savoir Grimoire Noir, donc là vraiment on est dans ces lectures que j'avais prévues pour le Pumpkin Challenge. Donc Grimoire Noir qui est du coup traduit de l'américain et qui est le premier tome de la BDiste Yana Bogatch, et vraiment j'adore son style graphique. Je pense que pour l'aspect Halloween, côté gothique, ça fait un peu film noir. Vraiment, il y a certaines couleurs parfois. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a des un peu flashback. D'un point de vue dessin, c'est vraiment une grosse claque. L'ambiance un peu film noir, pour vous faire un peu l'histoire. On est dans une ville américaine. Alors, ils disent pas les dates, mais il y a un peu un côté enfin, je sais pas si c'est parce qu'ils sont bloqués dans le temps, un peu. Ils sont un peu à part du monde, mais il y a un peu côté vraiment 20e qui remonte un petit peu. Mais je pense qu'ils sont bloqués parce qu'ils ont des sortes d'impairs et tout, le côté shérif. Voilà, c'est ce genre de ville américaine où on sait pas trop s'ils sont pas arrêtés à un moment parce qu'il y a pas spécialement de grosses technologies. Et en fait, le protagoniste, du coup, c'est un homme, et dans cette ville-là, toutes les filles sont des sorcières et tous les hommes ne le sont pas. Et elles ne peuvent pas quitter la ville. Enfin, je ne vais pas trop vous spoiler parce que j'aime bien que je vous le conseille, hein, clairement. Le protagoniste, qui est un garçon, a un peu cet habit impair, vieux film noir, quoi, d'enquête. J'ai vraiment bien apprécié. Le style de magie, sans vraiment vous spoiler, il est intéressant. Chaque personne a un peu son pouvoir à elle. Et il y a un peu une intrigue qui se dessine, et peu à peu, on fait un peu l'enquête avec le protagoniste qui cherche sa sœur qui a disparu. Et vraiment j'ai apprécié donc le dessin, les couleurs, l'ambiance. L'intrigue était vraiment pas mal, je pense pas qu'elle est parfaite, mais je pense qu'elle est vraiment pas mal. Il y a des petits points où je me suis dit tiens, j'ai pas de réponse pour ça, mais voilà, j'aime bien avoir toutes les réponses. Mais sinon vraiment ça m'a vraiment convaincue. Je pense que ça peut plaire à des plus jeunes, mais à des moins jeunes aussi. Il y a tous les éléments pour que ça plaise. Je pense que vraiment pour la période automnale, c'était un peu spooky, mais pas trop. Et vraiment, je pense que je vous le conseille. Donc Grimoire Noir, c'est un peu épais. Il fait combien de pages? Mais justement, c'est encore mieux. Ça dure encore plus longtemps. Voilà, 280 pages, 279. Et à la fin, on a des petits inserts de couverture. Vous voyez un peu le côté spooky. C'est assez intéressant. Voilà. Le côté un peu Famille Adams, sombre. Je sais pas s'il y a le potentiel d'avoir un tome 2, mais si on avait un, je pense que je le lirais. Vraiment, c'est qualitatif. Je lui ai mis la note du coup de 4,78 sur 5, donc je lui ai mis 5 étoiles. Je l'ai mis un peu moins qu'Arline, mais vraiment, s'il n'y avait pas eu Arline, je pense que c'était mon coup de cœur. Je l'ai lu le 14 et 15 octobre, mais c'était vraiment très plaisant.
Et pour la période automnale, si voilà, vous ne pouvez pas forcément le lire là, je vous le conseille soit pour le Cold Winter Challenge, soit pour le prochain pack. Vraiment, si vous pouvez le garder dans un coin, je vous le conseille. On change d'ambiance et on revient sur quelque chose d'un peu plus comics avec Folk Lords, qui est écrit par Matt Smith, pas confondre avec l'acteur de Doctor Who, et Chris O'Halloran. C'est publié chez Delcourt et là ils l'ont mis en premier tome. Mais en fait, je sais pas si c'est s'il y a vraiment d'autres tomes, parce que effectivement, ça finit, je vais pas vous spoiler, mais ça va ouvrir sur autre chose. Mais j'ai vu nulle part la suite. En fait, comme c'est un comics, ça a été publié par chapitre. Voilà. Et tous ces chapitres-là sont déjà sortis, effectivement, un par un. Et là, ils ont fait une version illustrée et reliée. Mais je sais pas s'il y a une suite, en fait. J'espère. J'aimerais bien savoir la suite. Mais bon, parlons bien. Ce livre-là, du coup, Folk Lords, suit le personnage de Hansel, qui, vous le voyez sur la couverture, dénote un petit peu ses camarades. Franchement, la couverture, elle est trop belle. C'est ça qui m'a donné envie de le lire. J'étais intriguée par ce côté très fantasy avec ce personnage anachronique. On plonge dans un univers où, du coup, heroic fantasy, il y a des elfes, des monstres, des trolls, voilà. Les jeunes, quand ils ont 18 ans, je crois que c'est 18 ans, ils doivent faire une quête. Et en fait, Hansel, son objectif, c'est de retrouver des maîtres peuples. Donc, je pense que c'est folklore en français. Des maîtres peuples, il veut les retrouver parce qu'il sent il se cache quelque chose. Et en fait, il a des visions du monde moderne dans lequel on vit nous. Toute une interdiction par rapport à ça. Enfin, il y a de l'épique qui s'ajoute, de l'aventure. Et il y a différents personnages. Alors, on n'a pas tous les détails, on les couvre peu à peu, c'est assez intéressant en soi qu'on n'ait pas toutes les réponses d'un coup. Ils sont assez variés, ils sont assez intrigants. Ils sont pas tous dans un cliché de... Voilà, c'est pas une partie de JDR avec le nain bougon, l'elfe débile. J'ai le bug qui me vient. Le dessin est vraiment, vraiment sympa. Et je trouve qu'il a vraiment ce côté old school, entre le flashback, rêve, et les côtés très colorés comics. Et en même temps, très coloré, je sais pas comment vous dire, mais sombre. Mais j'ai bien aimé le style. L'atmosphère est intéressante, et puis l'alternance entre le côté un peu moderne de ses visions, de ses rêves, et l'heroic fantasy qui est autour de lui. L'intrigue est vraiment pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que je vais voir la suite. Je ne veux pas vous spoiler de pourquoi, mais vous voyez, le narrateur, là on suppose une narratrice, vu que c'est au féminin, dans certaines bulles de il était une fois, etc. Il était une fois. Non, juste une fois. Un garçon qui s'habillait étrangement. Et vraiment, la façon dont c'est narré, la narratrice, elle me tue. En fait, je trouve que la narratrice est un personnage à elle-même, à elle toute seule. Et je trouve que ça ajoute encore plus d'intrigue. Et je sais pas si je le vends bien, mais vraiment, si vous êtes intrigué par ce côté heroic fantasy et en même temps anachronisme, et avec de l'aventure, du mystère, si les comics vous font pas peur d'un point de vue design, vous dites de lui laisser une chance parce qu'il y a un gros potentiel. Si je tombe sur le tome 2, je serais quand même très contente. Mais voilà, je peux survivre, difficilement. Mais je peux survivre qu'avec un seul tome. Donc je lui mets la note de 4,35 sur 5, donc 4 bonnes étoiles. Vraiment, si vous craquez pas sur cette couverture, la séparation sombre avec les gnomes et le côté ensoleillé avec les autres personnages, et lui aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne construction de couverture. Comme pour Grimoire Noir, je pense qu'ils font beaucoup ça les ricains. On a des planches et des possibilités. Celle-là, elle était dingue aussi. Je sais que je suis fan des dessins, mais... Et justement, ce sont d'autres, on voit bien que c'est pas le même illustrateur. Et je trouve ça toujours intéressant de voir comment ils auraient pu faire d'autres versions des personnages. Vraiment, regardez l'intrigue que ça peut amener, cette jeune fille avec un monstre derrière. Mais que se passe-t-il? Très intéressant. Je vous le conseille. On arrive à un moment très particulier, qui n'est pas une BD, qui est un album. Sachez que j'en ai fait un petit réel sur Instagram et j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc je vous invite à aller me voir sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Isayama, alors peut-être que pour certains ça ne veut rien dire, pour moi c'est un peu le Saint Graal. C'est un album écrit par Pierre Bottero, Feu Pierre Bottero, l'auteur bien connu mais malheureusement décédé de La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, Le Pacte des Marchands, Elena, l'autre qui est vraiment excellent. Je pense qu'on ne parle pas assez souvent de la trilogie L'autre, Les âmes croisées, A comme association avec Eric Lhomme. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, je pourrais, parce que Pierre Bottero est mon auteur préféré. Voilà, je suis pas très objective quand je tombe sur ce livre-là. Et illustré par Jean-Louis Touard, qui est en fait l'illustrateur des
couvertures originales de La Quai des Willan, Les Monts des Willan et Le Pacte des Marchands. Depuis, Rajo a fait des nouvelles éditions. Alors certaines pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis quand même encore bien attachée au dessin de Jean-Louis Touard, même s'il il a son style à lui. Je trouve que c'est intéressant justement qu'il y ait une patte, qui n'est pas juste un côté illustration déjà vu, un peu... On fait une commande, on a un produit qui correspond, et voilà. Et donc du coup, là, c'est de nouveau la rencontre de ces deux artistes, du conteur Pierre Bottero et de l'illustrateur Jean-Louis Touard. Ce n'est plus édité. Donc là, c'est une édition Mélange Jeunesse. Il n'est plus édité. Il est introuvable. Et quand il est trouvable, en fait, c'est qu'il se revend à des sommes indécentes. Si vous voulez, je vous mettrai là ce que j'ai trouvé pour que vous ayez un peu une idée de ma joie, vraiment, quand je suis tombée dessus à la médiathèque, quand jeunesse. Et puis là, je regarde les albums, et puis là, puis je tombe sur celui-là, wait a sec. Et vraiment, je l'ai pris. Et je crois que j'ai regardé la médiathèque avec un vous l'avez. Vraiment, c'était vraiment ça. Presque à se demander pourquoi ils sont pas fait voler. Mon copain qui me dit au pire, tu le voles et tu le gardes pour toi. Non, je sais pas s'ils se rendent compte de la richesse qu'ils ont. Bref, pour vous dire que de toute façon, je voulais le lire, Isayama, et que je l'ai enfin dans mes mains, et que j'ai pu le lire, et c'était, comme vous en doutez, incroyable. Alors, un album, comme on s'y attend, c'est un livre qui est plutôt destiné à la jeunesse, même aux petits. C'est un livre qu'on peut lire avec son enfant, voilà, il y a un peu moins de texte, et il y a une grande mise en page pour laisser la place aux illustrations. Je vais vous montrer une en particulier, mais il y en a une que je voulais vous montrer particulièrement parce que je la trouve très belle. Le protagoniste avec sa grand-mère, parce que du coup il y a toute une histoire. Alors, Isayama est une sorte de conte un peu philosophique, mais pas philosophique de « Ah oui, je fais la philosophie » comme je disais tout à l'heure pour le truc poétique, soi-disant, de plus de lac que d'amour. Là, vraiment, c'est que quand vous finissez de le lire, quand vous tournez la dernière page, vous avez ce petit... alors bon, peut-être moi, il est chargé de la volonté de l'avoir lu depuis très longtemps, et je le lisais enfin, et c'est fini, et bah là je commence à être un petit peu à court. Je crois qu'il y a un ou deux livres encore, j'ai pas lu Pierre Bottero, et ce sont des livres vraiment très jeunesse, de Le voleur de chouchou, et encore je pense que je vais quand même les lire parce que j'ai un problème, peut-être que c'est pas si mal que je me laisse des choses non lues de lui, mais c'est vrai que quand on finit Isayama, on a un peu ce recul, cette respiration, et je trouve cette sérénité qui s'en dégage. C'est un livre qui est beau, mais par son dessin forcément, mais par son message. Et ce que je trouve extraordinaire chez Pierre Bottero, et ce qui fait que son écriture est pour moi si marquante, c'est qu'elle est simple. Simple ne veut pas dire « Ah, on s'adresse à la jeunesse, donc on est débile ». Non, elle est simple et efficace. Il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Il y a un vocabulaire qui existe. On peut apprendre des mots en lisant les Pierre Bottero. Celui-ci, comme, je sais pas, si mon enfant un jour lit La Quai des Willan, je pense qu'il y a des mots, il va peut-être pas les comprendre s'il les lit trop jeune. C'est cette efficacité dans le peu. C'est vraiment un retour à l'essentiel. Des leçons simples, évidentes, mais qui sont importantes à dire. Je trouve que ce qui fait aussi cette richesse, c'est que même là, dans un album, du coup, il n'y a pas 1 milliard de personnages, il n'y a pas des descriptions à n'en plus finir, il n'y a pas... Voilà. On essaye d'aller dans le peu et dans le bien. Et malgré tout, les personnages sont écrits juste comme il faut. Ils ont leur fonction, mais ils ont un relief, ils ont une existence. On peut les définir facilement, alors qu'ils sont exprimés en quelques répliques, en quelques réflexions. Et c'est pas que, voilà, l'avantage d'un album, c'est que toute la partie visuelle, il n'est pas obligé de s'apesantir sur comment est quoi, et comment est sa grand-mère, enfin voilà. C'est pas nécessaire. Par contre, il va s'apesantir sur le recul des personnages, sur leur réflexion, sur leur intériorité, ce qui fait vraiment le relief d'un personnage. Et toute l'intrigue se formule comme ça, peu à peu, avec des petits morceaux. Et vraiment, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Et vraiment, je suis fascinée à quel point il y a autant de richesse dans le pacte des marchands, avec toute la réflexion sur les marchands, sur toute cette sagesse, en fait, qui
qui naît et c'est une claque à toutes les pages, quoi. Et, et là, il y a beaucoup moins de pages et c'est tout aussi riche. Je suis vraiment étonnée et admirative, en fait. J'aimerais tellement un jour pouvoir écrire, pouvoir saisir une histoire, des personnages, une, une leçon, en fait. Parce que pour moi, tous les livres ont un message à transmettre. Le message, avec aussi... Bah, c'est peut-être pas si facile que ça, peut-être qu'il a galéré à le faire, je sais pas. Mais il l'a fait. Isayama, si vous êtes fan des Pierre Bottero, si vous pouvez vous la procurer, ce serait dingue. J'espère vraiment que vous pouvez tomber d'ailleurs dessus. C'est vrai que je vous encourage à aller dans les médiathèques parce que là, voilà, vous pouvez trouver des trésors comme ça. Je n'avais pas dit du coup la note que je lui ai mise. 4,92 sur 5, donc 5 étoiles. Isayama, c'était histoire vraiment de dire que je mets pas 5 étoiles. J'ai presque pas envie de mettre 5 étoiles tellement ça me... Parce que bon, j'essaie de me dire, ça reste quand même un livre jeunesse, c'est peut-être pas le livre, voilà, il y a peut-être des livres qui vont plus marquer que ça, je sais pas. Et en soi, j'aurais pu mettre 5 partout et lui donner une note totale de 5. Et je lui ai quand même mis 5 étoiles parce que, waouh, ça aurait pu me décevoir. J'aurais pu l'attendre, l'ouvrir et puis être, ah, non, c'est sympa, mais voilà. Mais c'est pas le cas. Vraiment, j'avais des yeux qui brillaient pendant toute ma lecture. Et vraiment, si vous êtes fan de Pierre Bottero, si vous voulez lire un album à vos enfants, voilà, ou retourner à quelque chose de plus simple, mais pas négativement simple, vraiment juste revenir à l'essentiel, et que vous tombez dessus en médiathèque. Vraiment, lisez-le. Ça prendra pas 15 ans, mais ça vaudra le coup. Et je finis par la dernière lecture de mes emprunts à la médiathèque avec Gone with the Wind. C'est le premier tome. C'est une adaptation du fameux roman-film Autant n'emporte le vent. C'est un roman de Margaret Mitchell, et là c'est une adaptation en BD de Pierre Alaric. Donc c'est un bon petit pavé, il fait 145 pages, c'est un bon grand format. J'ai trouvé le dessin pas mal. Je ne vais pas dire le contraire. Je trouve que les planches sont quand même plutôt qualitatives. Et vraiment, quand on voyait la couverture, bon, je suis pas déçue, j'ai pas eu ce moment de ah finalement l'intérieur c'est moins bien. Non. Esthétiquement, oui. Et j'imagine que le roman, le film c'est pareil. Je sens bien que ça se vend comme une fresque historique romanesque extraordinaire. Je vois bien que l'héroïne est courageuse vu la situation, mais j'en ai un peu rien à faire. La romance qu'elle a, les romances qu'on suppose, elle aime quelqu'un, il l'aime pas. Fais-toi une raison, je veux dire, il t'aime pas, il s'est marié, bon, bah voilà, trouve un autre mec. L'autre mec, que je suppose être la romance prévue, prévisible, tout ça, ouais, bah tant mieux s'ils sont heureux ensemble, et encore, j'ai l'impression que c'est pas parti pour. Enfin, si j'ai lu cette adaptation-là, c'était justement pour pas avoir me farcir les... Je crois qu'il y a 2-3 tomes en version Gallimard de Autant n'emporte le vent, je crois qu'il y a 2 tomes de Gallimaster, différentes éditions auxquelles je pense. Ça avait l'air long, et pourquoi, en un mot, enfin en une phrase, je pense que je ne suis pas accrochée, c'est que c'est américain. Tous les livres sur la guerre de sécession, j'ai beaucoup de mal. D'un autre côté, les 4 filles du Docteur March, parce que c'est un peu dans cette vibe-là, même si en soi, je pense que les 4 filles du Docteur March, c'est pas la guerre qui m'a... Voilà. Et la petite différence, c'est que là, on est du côté sudiste. Les personnages noirs, ils sont traités. Alors, est-ce qu'on est par le regard qu'a l'héroïne par rapport à ses esclaves? Parce que c'est ça la situation. Concrètement, je trouve que la focale est dépassée. Je sens que, par exemple, l'héroïne, et peut-être même du coup l'autrice, n'a rien contre les personnes noires, en soi. Mais il y a quand même un peu de l'esclavagisme dans sa tête, quoi. C'est « Ah non, ils sont gentils !» Il y a un peu du mépris, condescendance, vous voyez, ce côté vraiment... les blancs, et puis non, ils sont gentils les noirs. Et moi, ça me... J'aime pas. C'est pas le propos. Mais du coup, je trouve ça un peu limite. C'est intéressant de vouloir mettre le côté sudiste. Mais comme c'est pas le propos, comme c'est pas une volonté de « Ah, regardez, cette sudiste qui a tout fait pour que les noirs soient libérés comme dans le Nord », pas du tout. C'est une jeune femme qui veut juste trouver... qui veut être avec l'homme qu'elle aime, qui en a un peu rien à secouer. Quand elle doit aider en tant que femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont partis du coup sur le front, elle aide en tant qu'infirmière, elle aime pas ça. Moi, je la trouve un peu détestable. Je vois bien qu'elle a du courage, dans le sens où elle prend les choses en main parfois. Mais voilà, je suis un peu restée sur ma faim. J'ai pas été convaincue, je l'ai posé plusieurs fois.
quand est-ce que ça avance, quand est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose, quand est-ce que... Je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a des enjeux, je les vois. Les personnages évoluent un petit peu quand même. Il y a des situations critiques qui leur arrivent et tout. L'héroïne en particulier. Mais ça me touche pas. Je suis un peu à côté de ça. Donc j'ai envie de dire, si vous avez aimé le film, le livre, voilà, peut-être que ça pourrait vous plaire de voir une adaptation en BD. Peut-être que ça n'ajoute rien, je sais pas. Peut-être que bah voilà, le dessin est pas dégueu. Enfin, je trouve que la forme est bien. Mais le fond, je pense que je suis pas cliente. On peut aimer les romances. Voilà, et Jane Austen, j'aime bien, voilà. Mais là, c'est vraiment trop pour moi. Trop romanesque, trop fresque. Amour impossible, ah, que faire, nan. Moi, ça me fatigue, ça me fait un peu bailler. Donc, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. 3 étoiles et demie. Parce que, voilà, je le trouve pas mal. Mais j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Si vous kiffez les romances, le côté très dramatique, presque un peu historique, peut-être que ça peut vous plaire. Moi pas. Donc sachez que c'est 2 volumes, donc j'imagine 144 pages les deux. Le deuxième volume semble être sorti. La médiathèque, elle l'avait acheté en septembre, donc c'est très récent. Donc peut-être qu'il y aura le tome 2, je le lirai peut-être. Mais bon, c'est pas une urgence absolue. Donc voilà pour cette vidéo qui revient sur mes lectures, mes empreintes de la médiathèque. Donc il y a eu des très bonnes choses, et il y a eu des choses un peu moins convaincantes, on va dire. Mais justement, pour moi, c'est de nouveau un moyen de vous dire, allez en médiathèque. Vraiment à la médiathèque de ma ville, mais je vais même à la médiathèque, j'ai une ville qui est quasiment limitrophe, voilà, qui est collée, et qui est accessible, donc je vais même à la médiathèque de cette ville à côté. Et vraiment, j'adore les médiathèques depuis que je suis toute petite. Je vais à la médiathèque, et j'ai même fait mon stage de 3e à la médiathèque pour vous dire à quel point je suis vendue, entre guillemets, aux médiathèques. Parce que pour moi, les bibliothèques, les médiathèques, l'avantage des médiathèques, c'est que vous avez accès à des DVD, des CD, enfin vraiment quelque chose de beaucoup plus varié en termes de produits culturels. Même maintenant, il y a même des livres audio, quoi. Enfin vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Je vous invite à y aller parce que, justement, quand je tombe sur des perles comme Arline, je peux tomber sur une perle comme Arline, j'ai la possibilité de le lire, si je ne peux pas le trouver forcément tout de suite. Je peux tomber sur des perles comme Isayama, que je ne pouvais pas trouver ailleurs. Donc voilà, ça me permet d'accéder à des choses. Et Arline, bah finalement, ça me plaît beaucoup. Je vais pouvoir l'acheter. Isayama, je ne sais pas si je pourrais le trouver à un prix décent. Donc voilà. Mais Arline, ça me plaît. Bah ok, je peux l'acheter. Maintenant que je suis sûre, je peux l'acheter. Mais il y a plein de livres là dans cette sélection. Ah, j'aurais eu le seum. Mais même des livres un peu moyens. Des livres qui m'ont pas complètement gratuit. Le sortilège de Zora, je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Celui-là non plus. Celui-là, c'est sympathique. Mais de là à l'acheter... Ça vous permet en fait de, pareil pour Gone with the Wind, ça permet en fait un peu de faire le tri, de tester des choses. Je comprends qu'on veuille rémunérer un artiste, évidemment, il faut rémunérer les artistes, ils font un travail, c'est pour ça que souvent les graphiques, on se dit, mais attends, je l'ai lu en 1 heure, je vais pas payer 16 balles pour 1 heure, enfin voilà, il y a un peu ce côté, c'est cher pour ce que c'est, nan. Un artiste, surtout les BDistes, vraiment il y a tout un travail auquel on ne pense pas, alors parfois ils sont 2 ou 3, mais le scénario... le dessin, la couleur, il y a vraiment beaucoup de choses. L'éditeur derrière, on peut comprendre pourquoi le prix grimpe. Donc vraiment, je pense que les prix sont plutôt justes. Néanmoins, on ne peut pas toujours débourser des sommes pareilles juste pour des lectures finalement rapides. Moi, j'aime bien lire mes graphiques grâce à la médiathèque. Parce que comme ça me permet de découvrir des choses hors de ma zone de confort. Typiquement, je ne l'aurais pas lu de moi-même. Mais je me dis, tiens, il est là, pourquoi pas, on teste, c'est une nouveauté. Ça vous permet aussi, un peu comme en librairie, d'avoir des conseils. Vous pouvez vraiment demander, ah bah tiens, j'aimerais lire ça, qu'est-ce que vous avez chez vous dans la grande médiathèque. Comme moi, c'est un réseau de médiathèques, en plus, je peux faire venir d'autres livres. Vraiment, pensez à ça. Il y a vraiment un fond énorme, en fait. Moi, médiathèques, on peut les garder pendant 1 mois. Donc là, je suis un petit peu en retard parce que j'abuse. Mais en soi, je les ai lus à temps. C'est juste que je voulais garder pour cette vidéo. Donc, d'emprunt illimité. Et voilà, je parle beaucoup des graphiques. Il y a aussi l'album, la poésie, voilà, des livres un peu courts, des pièces de théâtre par exemple. Profitez de livres qui ne sont pas forcément toujours dispo dans le commerce ou trop chers. Et si jamais vous tombez sur une pépite, achetez-la. Maintenant, elle peut faire partie de votre collection. Vous pouvez vous permettre, voilà, vous avez accordé une petite place pour un livre. En tant que professeur documentaliste, forcément, j'aime mettre en avant mon CDI, mettre en avant la richesse du commun, voilà, accéder à la culture tous ensemble. Et pour ceux qui sont parents ou qui ont voilà, des jeunes enfants autour d'eux, autour d'elles,
je pense que ça peut être un outil extraordinaire, un lieu extraordinaire. Vous pouvez aller en médiathèque, faire de la lecture, voilà, des albums avec vos enfants, vos cousins, vos petits-neveux, tout ça. Ça peut vraiment être un moment d'échange, tant pour vous, de lecture, de partage avec les autres, avec les plus jeunes, et essayer au maximum d'amener les plus jeunes vers la lecture. Parce que à l'heure des réseaux sociaux, et enfin moi aussi je participe en soi, c'est bien aussi de lever le pied et juste partager un moment entre vous et le livre, avec votre famille, vos proches, avec les livres, vraiment pour une activité qui est dite solitaire. Là finalement ce que je fais c'est exactement ça, c'est quitter le côté solitaire qui peut être génial, hein, c'est génial de lire tout seul dans son coin, mais ça peut apporter tellement d'échanges intéressants avec les médiathécaires, avec vos proches, avec les enfants. Et pour conclure cette vidéo, vraiment je vous dirais ça, allez en médiathèque, essayez. Une carte c'est souvent gratuit, ça vous donne accès à plein de choses. Vous pouvez y aller en famille, et vraiment je pense pas que vous le regretterez. Au pire vous testez, si ça vous plaît pas pour une raison X ou Y. Moi ça m'empêche pas de continuer d'acheter des livres, hein. J'essaie de me soigner, mais ça marche pas entièrement. J'espère revenir vers vous dans pas très longtemps, du coup, pour conclure le Pumpkin Autumn Challenge et se lancer dans le Cold Winter Challenge, donc le challenge hivernal. Et d'ailleurs, je prévois sur Instagram, donc allez-y, abonnez-vous ici et sur Insta, car je prévois un petit challenge personnel sur Instagram. Je vous y attends. Je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets. Et n'oubliez pas, laissez votre lit.